nous allons nous intéresser à une institution. Il s'agit de la CEDEAO, institution régionale qui a 50 ans d'existence. Quelles sont les prouesses, quelles sont les faiblesses? Nous allons en parler au cours de cette dernière demi-heure de votre émission Matin d'Éden. Amis auditeurs de la 102.3, vous aurez juste à composer le 01 48 52 94 02 pour opiner sur cette thématique. Et puis, pour finir, nous allons également aborder la sortie des 3 pays qui forment aujourd'hui l'AES. Voilà, Roland Tonneikes, la CEDEAO a 50 ans, quel bilan pouvons-nous faire? Non, je crois qu'il faut d'abord partir de l'historique de la création de la CEDEAO. La CEDEAO qui a été créée en 1975 par 16 États. Et parmi les 16 États, il faut quand même préciser que 7 de ces 16 États ont cédé au pouvoir par des coups d'État. Donc, dont le général Mathieu Kékou et d'autres de la sous-région. Mais au début, l'objectif de la CEDEAO, c'est de travailler beaucoup plus sur la coopération régionale, le commerce et autres, la croissance économique. Et donc, 3 ans après la création, et notamment précisément en 1978, il a été question d'ajouter le volet politique, les questions sécuritaires et autres. Et donc, aujourd'hui, il faut quand même voir maintenant si, en 50 ans, la CEDEAO a réussi à régler ces problèmes, notamment concernant la croissance économique, les défis sécuritaires, le commerce, en tout cas la coopération régionale. Et sur bien des sujets donnés, on peut comprendre que oui, la CEDEAO a joué aux premières heures de sa création jusqu'à un passé récent ce rôle-là qui lui est dévolu, notamment la coopération régionale, la coopération entre les pays de la sous-région, notamment l'Afrique de l'Ouest, la question de défis sécuritaires, en tout cas la question politique, parce que à un moment donné, la CEDEAO était quand même très active en termes de mauvaise gouvernance dans certains pays pour rappeler à l'ordre certains chefs d'État. Et ça a quand même contribué à régler un problème. Et puis après, on a pu voir aussi les questions, les défis sécuritaires. Les pays de la sous-région ont travaillé ensemble sur certaines choses. Mais la question du terrorisme aujourd'hui est venue ébranler ces efforts des pays de la CEDEAO. Et donc, il faille aussi se poser la question de savoir si la CEDEAO a réussi à travailler à mettre fin au terrorisme dans la sous-région en Afrique subsaharienne. Et je crois que la question resterait non. La réponse serait non. Donc aujourd'hui, en termes de bilan, on peut quand même se réjouir de ce que cette organisation, à un moment donné, avec les pères fondateurs comme Kwame Nkrumah du Ghana et autres, n'a pas été une organisation vaine. Elle a joué un rôle assez prépondérant dans la vie des pays, des pays membres. Et par la suite, les questions de gouvernance ont ébranlé beaucoup plus les objectifs fixés pour la CEDEAO au départ. C'est-à-dire que les hommes qui ont commencé par prendre la tête des États dans la sous-région ont contribué un griffe à galvauder les objectifs de départ de cette organisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez constater que il y a tellement de défis dans la sous-région et aucun chef d'État, personne ne veut oser défendre ou dénoncer l'autre. Et c'est ça qui fait la faiblesse de la CEDEAO aujourd'hui. La CEDEAO créée au départ était censée être la CEDEAO des peuples. Défendre les intérêts des peuples. On a parlé de croissance économique, on a parlé de coopération régionale, on a parlé de commerce, on a parlé de défis sécuritaires. Et donc, ça, c'est pour les peuples. Mais aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO est restée la CEDEAO des peuples ou bien elle est devenue la CEDEAO des chefs d'État? Et quand on pose la question, on comprend clairement, certains diront que la CEDEAO est restée la CEDEAO des peuples, mais moi je suis tenté de dire que la CEDEAO est devenue la CEDEAO des chefs d'État. Parce que les chefs d'État, entre eux, personne ne veut dénoncer l'autre, personne ne veut prendre le risque d'aller. Et puis après, il faut aller plus loin quand même pour considérer qu'aujourd'hui, quand on parle de la CEDEAO aujourd'hui, est-ce que véritablement la CEDEAO, à proprement parler, est autonome? Est-ce que les décisions qui sont prises au sein de la CEDEAO viennent de la CEDEAO ou c'est des décisions qui sont téléguidées ou bien commanditées par d'autres personnes? Je pense véritablement que aujourd'hui, quand on regarde un peu les crises qui ont secoué la sous-région, notamment les coups d'État, je prends le cas de la Guinée-Conakry, je prends le cas du Mali, je prends le cas du Burkina Faso, je prends le cas du Niger. Quand je prends ces pays-là qui ont été ébranlés par des coups d'État, à un moment donné,
il y avait une situation des situations dans ces pays que les gens dénonçaient. Mais la CEDEAO est restée assez muette sur la question, en n'osant pas, parce que les chefs d'État, membres de la CEDEAO, en tout cas au sein de la CEDEAO, n'ont pas osé faire de reproches à leur père, chef d'État dans ces pays. Le cas le plus choquant a été le cas qu'on a pu voir au Sénégal, où Macky Sall, avec tout ce qu'on a connu, faisait feu de tout bois, en traquant les opposants, avec les crises qu'on a connues, la CEDEAO est restée silencieuse. Et dès lors que vous regardez, la CEDEAO reste mieux sur ces aspects-là, et puis il y a un coup d'État, c'est en ce moment que la CEDEAO intervient comme un sapeur-pompier. Est-ce que la CEDEAO doit continuer à être un sapeur-pompier aujourd'hui, ou bien la CEDEAO doit travailler aujourd'hui à prévenir les crises dans les pays? Est-ce que la CEDEAO ne devrait pas être ce gardien du temple en réalité qui prévient les crises et dit attention, dès lors qu'il y a mauvaise gouvernance, dès lors qu'il y a crise politique dans certains pays, il faut en même temps monter au créneau pour dire. Mais le problème restera pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend de la qualité des chefs d'État qui constituent la CEDEAO aujourd'hui. Souffrez que Faure et Adéman du Togo ne puissent pas avoir le courage de dire à Alassane Ouattara, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire 4 mandats. Il ne peut pas le lui dire. Et les exemples, il y en a un, ne peut pas tout. C'est que, fort heureusement, nous avons un chef d'État qui est en train de partir, qui a dit qu'il ne fera pas 3 mandats. Mais s'il a envie de le faire, vous voyez Ouattara venir lui dire ça, il est l'exemple où? Ou même le Togolais d'à côté. Est-ce qu'ils sont l'exemple où? Donc c'est en fait le véritable problème de la CEDEAO aujourd'hui. C'est d'avoir des hommes d'État forts qui comprennent qu'à un moment donné, il y a une limite pour préserver la paix dans leur pays. Il y a une limite pour le vivre ensemble. Il y a une limite pour quand même montrer l'exemple à la jeune génération. Mais malheureusement, certains, on a vu tout récemment, regardez le cas de la Guinée-Bissau avec, comment vous appelez, Embalo. Embalo, on a pu voir, il a dit que sa femme lui a dit de ne pas être candidat. Tout le monde a applaudi, mais c'est bien, il a écouté sa femme. Mais le gars revient après pour dire qu'il est candidat. Alors, est-ce que Faure peut aller lui faire des reproches? Est-ce que Ouattara peut aller lui faire des reproches? Non. Donc, vous comprenez un peu, il y a quelques pays dans la sous-région qui, quand même, continuent d'être des exemples. Le Ghana, par exemple, en la matière. Le Bénin en 2026, qui montrera aussi l'exemple pour continuer à être l'exemple de ce modèle. C'est tous nos voeux. C'est notre prière. Et le Nigeria également. D'accord. Le Sénégal. Le Sénégal. Même bien il a fallu de peu. Voilà, donc vous comprenez un peu. Mais dans cette situation en griffe que je peux appeler le jungle, il y a que certains n'osent pas affronter. Parce que le problème aussi, c'est quoi? Les crises régionales interviennent quand? Dès lors que vous partagez une frontière avec quelqu'un et que vous osez le dénoncer, vous allez, c'est-à-dire que n'oubliez pas que la rébellion peut commencer à partir de cette frontière-là pour attaquer votre pays ou bien pour semer un peu de désarmes. Je pense que véritablement c'est ça. Et là, le problème que les dirigeants de l'AES dont vous parlez, si je vais finir là-dessus ou si vous voulez, je reviens là-dessus en laissant Marc parler d'abord. Marc, nous le savons, favoriser la coopération et l'intégration économique, c'est l'objectif de l'institution dont nous parlons. Croyez-vous que ces objectifs sont atteints 50 années après? Bon, c'est vrai que 50 années, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et lorsque vous parlez d'un certain nombre d'objectifs que la CEDEAO a mis en avant dans sa droite ligne, dans sa politique de gestion, il y a beaucoup d'objectifs qui ont été atteints lorsque vous parlez de la circulation des biens et des personnes, par exemple, lorsque vous parlez du défi lié à l'énergie, où aujourd'hui, on a vu avec le WAP qui permet quand même de mieux outiller le réseau électrique entre ces différents pays, entre certains pays de la CEDEAO. Vous parlez, le plus grand problème peut-être reste beaucoup plus le défi sécuritaire, le dossier sécuritaire qui reste encore un véritable problème. Et aujourd'hui, au niveau même de la gouvernance, au niveau des pays de la CEDEAO, il y a un véritable problème qui se pose parce que Laurent l'a dit, aujourd'hui, nous avons des chefs d'État qui sont super puissants au sein de la CEDEAO et qui ont presque le veto au sein de la CEDEAO. Et c'est eux qui imposent la ligne droite à suivre parfois et où parfois même certaines décisions au niveau de la CEDEAO sont orientées par les pays colonisateurs. Et vous voyez, ça pose
un véritable problème d'autonomie également de la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO arrive à une véritable autonomie? Quand elle a une véritable autonomie, c'est-à-dire qu'elle doit parfois mettre des dispositions ou mettre des vétos sur un certain nombre de questions liées à la sécurité des populations. Parce que normalement, leur credo devait être la sécurisation au niveau des citoyens, au niveau de l'approvisionnement peut-être en ressources, c'est-à-dire la sécurité alimentaire et autres, et beaucoup d'autres, la circulation des biens, des marchandises, l'harmonisation des prix au niveau de ces pays-là, et beaucoup d'autres. Mais on a été tellement confronté à une guerre de leadership qui ne manque pas dans tous les secteurs. Et au niveau de la CEDEAO, cette guerre de leadership existe déjà, où certains ténors ont toujours fait de donner les grandes orientations. En temps, même avant l'avènement de Ouattara et autres, par exemple, vous savez, même au sein de la CEDEAO, lorsqu'il y a certaines crises, parfois, on l'octroie à un chef d'État qui fait même partie de la CEDEAO. Ça veut dire que c'est lui qui tire les ficelles. Aujourd'hui, vous voyez au sein de la CEDEAO, par exemple, on peut déjà nommer un certain nombre de chefs d'État, par exemple, qui tirent les ficelles et qui ont le monopole des grandes décisions au niveau de la CEDEAO, par exemple, où vous ne devez pas prendre certaines décisions sans pour autant avoir leur avis. Et souvent, c'est leur avis qui oriente les autres chefs d'État par rapport à la prise d'un certain nombre de décisions. Aujourd'hui, vous prenez le simple exemple du défi sécuritaire aujourd'hui au niveau de la CEDEAO. Vous imaginez le nombre de pays qui regroupent la CEDEAO. Au départ 15, aujourd'hui ils sont 13. Voilà. Est-ce qu'avec la sortie de ces pays de l'AES, ce défi au plan sécuritaire ne serait pas un leurre? Non, en réalité, ce défi a été toujours un leurre, même avant le départ de ces 3 pays. Pourquoi? Puisque la menace qui existait déjà au niveau du Burkina, la menace terroriste existait même avant que les coups d'État n'aient lieu dans ces pays-là. Et si ces coups d'État ont eu lieu, c'est parce que les chefs d'État, à l'époque, n'avaient pas proposé une meilleure solution pour pouvoir contrer ce mal-là. Et ces chefs d'État faisaient partie des chefs d'État de la CEDEAO. Quelle est la politique sécuritaire qui a été mise en place par la CEDEAO afin de pouvoir protéger tous ces pays-là qui sont menacés au jour le jour par la menace djihadiste? Ailleurs, ce sont des unions sécuritaires qui se font. Ce sont en tout cas des soldats qui sont formés pour créer une unité, pour pouvoir former un front contre le terrorisme. Pourquoi aujourd'hui la CEDEAO? Vous avez vu les questions qui sont soulevées aujourd'hui où l'AES, c'est-à-dire le Burkina, le Niger et le Mali aujourd'hui arrivent à s'unifier et à partager un certain nombre d'informations qui évoluent en triangle entre eux pour pouvoir essayer de contrer la menace djihadiste. Aujourd'hui, ça devait être le cas au niveau de la CEDEAO où tous les pays qui sont membres doivent participer de la façon dont ils peuvent pour pouvoir essayer de limiter le mal. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, la menace djihadiste au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ne peut pas être contrée par un certain nombre de pays qui regroupent d'assez de soldats et d'assez de matériel militaire. Vous prenez le Nigeria, par exemple, qui est menacé de l'autre côté par Boko Haram. Vous prenez chez nous, de l'autre côté ici, où nous avons les groupes djihadistes qui sont là également, qui sont affiliés à Al-Qaïda et autres, qui sont en train de nous menacer également. Pourquoi ne pas former une armée d'unité pour pouvoir essayer de lutter contre ça? Parce qu'on dit toujours c'est ensemble qu'on est fort. Et donc, ce défi sécuritaire demeure très primordial au sein de la lutte contre la menace djihadiste au sein de la CEDEAO. Et si les chefs d'État qui sont là ne veulent pas s'entendre, ne veulent pas, c'est-à-dire ils opinent ou bien ils réagissent selon leurs intérêts aujourd'hui, alors qu'ils se disent que peut-être que les autres nations, si aujourd'hui c'est le Burkina, le Niger ou le Bénin qui est attaqué aujourd'hui, rien ne dit que de l'autre côté aujourd'hui, demain, ce ne sera pas vous qui serez attaqué. Et donc, ça demeure primordial de pouvoir s'unir, de pouvoir unifier leurs forces pour pouvoir créer en tout cas une unité spéciale qui puisse quand même mener des opérations, même pas le bien. Mais le véritable problème qui se passe, c'est le problème de coopération, où nous avons vu aujourd'hui que le Bénin est limité
parce que le Bénin ne bénéficie pas du service de renseignement du Niger, du Burkina, pour pouvoir nous permettre quand même de mieux lutter contre la menace djihadiste dans le nord du Bénin et surtout dans la zone triple. Et donc, quand il y a, ça fait partie des problèmes qui gangrènent également la CEDEAO en l'espèce. Et il faille forcément, lorsque il y aura toujours les mains externes, les mains extérieures, c'est-à-dire de l'Occident, afin de pouvoir manipuler certains chefs d'État qui ne vont jamais penser aux réels besoins des peuples et qui vont toujours penser à leurs intérêts personnels, le problème va toujours demeurer ainsi parce qu'ils ne visent qu'à rester au pouvoir de façon perpétuelle et donc du coup ils sont obligés de se plier aux exigences des Occidentaux histoire de pouvoir rester longtemps au pouvoir et de pouvoir continuer à aspirer les ressources de la nation. Roland, quelles sont aujourd'hui les mutations qu'elle doit opérer en parlant de l'institution afin de s'arrimer à la nouvelle géopolitique? Oui, pour s'arrimer à la nouvelle géopolitique, c'est tout simple. D'abord, il faut quand même avoir des chefs d'État correctement corrects. Le premier défi commence par là. Si vous avez des chefs d'État qui ont un veto au niveau de la CEDEAO, qui sont en griffe, ce que nous savons pour la puissance coloniale, c'est pas la fin, c'est pas pour demain. Il faut une véritable réforme de la CEDEAO. Il faut une réforme profonde de la CEDEAO. Il faut revoir fondamentalement la structure, le fonctionnement de la CEDEAO. Il ne faut pas commencer par là. Il faut avoir le courage de le faire. Et si on ne le fait pas, ce n'est pas pour demain. Ils vont faire des séminaires, sortir des rapports, mais la mise en œuvre de ces rapports va être toujours difficile. Marc parlait des défis sécuritaires. Écoutez, les pays de l'AES, ceux qui ont fait le coup d'État, ont fait le coup d'État en évoquant un certain nombre de problèmes de dysfonctionnement dans leur pays, notamment la gestion des crises et la gestion du djihadisme. Ces pays étaient fortement ébranlés. Nous avons une puissance qui dit être à notre chevet pour nous soutenir tout le temps, avec le soutien de la CEDEAO. Parce que malheureusement, l'expérience a prouvé qu'avec le temps, certaines décisions de la CEDEAO semblent être guidées par la puissance coloniale. Quand vous regardez simplement la manière dont l'affaire du coup d'État du Niger a été gérée, vous comprenez clairement que les chefs d'État de la CEDEAO ont pris une décision, mais après, ont pris du recul et on se rend compte vite. Véritablement, c'est comme si à un moment donné, ils étaient téléguidés. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, madame Aralolaï. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? On m'appelle Hugo Zoubérou depuis Parakou. Monsieur? Monsieur? Odo Zoubérou. Monsieur Ojo Souberou depuis Parakou. Allez-y. Je salue votre plateau. Oui, bonjour, monsieur Ojo. Je salue monsieur Max, je salue monsieur Roland. Nous vous saluons aussi. Le débat sur la CEDEAO, le 50 ans tel bilan, franchement, c'est un bon débat. Un débat qui concerne notre quotidien. Depuis quand moi je n'ai plus cahier, je ne prends plus au sérieux la CEDEAO. S'il vous plaît, monsieur. Vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur? D'accord, d'accord. Nous avons le retour ici sur le plateau. D'accord, madame. Allez-y. Je disais, depuis moi, m'a amené depuis un moment de plus trop taillé d'importance sur les décisions de la CEDEAO. Et le président libérien, l'ancien président libérien, Georges Weah, Oui. quand il s'agissait des conflits électoraux chaque fois dans les pays de la CEDEAO, il a fait une proposition louable. Il disait quoi? Que la CEDEAO n'a qu'à prendre une décision pour limiter désormais les mandats dans les pays de la CEDEAO. Donc, il a dit ça aujourd'hui, ça fait 4 ans, 3 ans. Jusqu'à présent, la CEDEAO ne fait jamais penser de ça. La CEDEAO l'a fait. Il y a des chefs d'État qui avaient refusé. Non, vous voyez. Donc, c'était une très très bonne proposition. La CEDEAO vient, quand il y a des élections, je prends le cas des élections. Quand il y a des élections, la CEDEAO vient dans un pays. Et il y a des preuves, il y a effectivement fraude pour ces élections-là, mais à la fin,
Ils disent le contraire. Les représentants de la CEDEAO, pour superviser les élections, là, nous disent que tout s'est passé bien. Ça pose un problème. Et tout s'est bien passé d'ailleurs. Oui, tout se passe toujours bien. Aujourd'hui, c'est une bonne élection dans un pays où il ne peut jamais avoir de paix. Il faut voir par exemple ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'aurais appris que Tidiane Thiam, là, c'est un petit fils de faux doyen. Oui. Genre, sa maman est la petite fille de faux doyen. Et la maman est allée marier un doula, c'est-à-dire un musulman. Et ça qui a donné Tidiane Thiam. Et aujourd'hui, on dit que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. C'est des trucs qui. Donc, on n'a pas dit qu'il n'est pas ivoirien. Le débat est ailleurs. C'est cette question-là. Franchement, parce que ça, des bonnes élections dans notre Afrique de l'Ouest, là, il ne peut jamais avoir de paix, il ne peut jamais avoir de développement. Il ne peut jamais avoir de développement. Merci à vous, Monsieur Ojo. Je crois que, rapidement, si vous permettez, sur le cas Tidiane, en fait, on n'a pas dit qu'il n'est pas ivoirien. En fait, il a été déchu de sa nationalité à un moment donné. Il faut travailler à reprendre la nationalité. Et je crois que ce qui a été fait là, tout le monde sait que c'est... On sait très bien que c'est pour le limiter. Bon, c'est une parenthèse. Alors, sur la question, il a évoqué un sujet très important. Il parle de limitation des mandats. Quand le débat était arrivé, la CEDEAO avait quand même fait le travail. Mais il y avait 3 chefs d'État qui s'étaient opposés à ça, sauf erreur de ma part. Il y avait Ouattara qui n'a pas voulu voter. Il y a, comment vous appelez, notre oncle d'à côté, Fort, qui n'a pas voulu. Il y a aussi le 3e, là, justement, ça ne les avantage pas. Donc, il y avait Macky Sall également à l'époque également. Justement, donc, on connaissait l'ambition de l'homme. Donc, vous comprenez un peu, et c'est ça le véritable problème. Dès lors qu'on aura réussi à régler ce problème au niveau de la CEDEAO, et que les compteurs seront à 0 dans tous les pays, on dit à partir de maintenant, c'est 2 mandats, et que plus jamais au-delà de ça, vous allez voir que ça va changer un peu. Est-ce que nous pourrons recevoir rapidement le dernier appelant parce que le temps est parti? À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour, madame. À qui avons-nous l'honneur? Monsieur Tonou Jouet. Allez-y très rapidement parce que nous n'avons plus que 2 minutes. Oui. Agissant de la situation de la CEDEAO, quand on veut faire extrait de son bilan, moi, je trouve que le premier problème aujourd'hui de la CEDEAO se trouve au niveau de pouvoir des dirigeants politiques africains. Ouais, quand ils se trouvent à des concertations, au lieu de trouver des solutions, bon, à qui doit donner la solution, tout le monde veut rester au pouvoir. Et c'est ce qui fait que depuis lors, ils n'arrivent pas à trouver des solutions aux problèmes géopolitiques de l'Afrique. Moi, je pense que l'IDAO, d'abord pour commencer, doit trouver une solution en son compte pour limiter les mandats au sein des dirigeants politiques africains. Okay. Merci à vous. Marc? Non, je pense que... Vous avez fini de parler? Oui. Marc, votre mot de fin rapidement. Non, je pense que on a toujours dit, c'est à nous-mêmes de prendre notre destin en main. Si la CEDEAO doit exister véritablement, c'est que ça dépend des chefs d'État. Pourquoi ne pas rendre totalement la CEDEAO démocratique et que ce n'est pas à la voix de la majorité que les décisions seront prises et que même si 2 ou 3 chefs d'État ne sont pas d'accord et que la majorité est d'accord, que ces décisions soient prises et qu'on aille de l'avant et on l'impose à tous les autres et qu'on puisse on puisse aller de l'avant forcément. Parce que là, aujourd'hui, après 50 ans, mis à part les quelques bénéfices au plan sécuritaire, au plan de la circulation des biens économiques et autres, au niveau de la réelle politique, je pense que c'est totalement un échec. Et donc, il va falloir repenser, puisque ce sont les hommes qui vont pouvoir diriger, pour pouvoir mettre ces réformes-là en place. Si les décisions sont prises et que les chefs d'État ne sont pas disponibles, qui va mettre en application? Il y a un problème. Il faut que la CEDEAO travaille désormais à renforcer la libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est un sujet très important. Merci. Nous n'avons pas assez de temps pour aller au terme. Et après le départ de l'AES, on a véritablement ce problème de libre circulation des biens et des personnes et des biens aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez câblés IDEN TV. Très belle journée à chacun et à tous.